vous êtes un amoureux de la nature, attentif et silencieux, la vallée d'Aspe vous offre l'opportunité d'observer quelques animaux mythiques des Pyrénées. Parfaitement adapté à la vie en montagne, l'isard est l'un des animaux les plus représentatifs de la faune des Pyrénées. Il vit vers 800 mètres d'altitude, entre les forêts et les zones pastorales. Sa force musculaire, son agilité, la configuration de ses sabots lui permettent d'affronter les névés verglacés, les rochers escarpés et les pentes abruptes. Le mâle, qui vivait à l'écart dans les forêts voisines, quitte à l'automne sa vie solitaire pour se rapprocher des hardes de femelles. La période du rut va commencer. Pendant la période de reproduction, le mâle lutte contre ses congénères afin de limiter son territoire. Mais avant d'en arriver à de véritables combats avec ses rivaux, le mâle dominant va surtout chercher à intimider son adversaire en lui donnant la chasse. Il s'ébroue en urinant afin de s'asperger de son urine pour augmenter son odeur et se lance dans des poursuites éperdues afin de repousser tout concurrent. Une fois le terrain libre, il joue de ses plus beaux effets pour approcher et séduire les femelles. Après tous ces émois, le calme revient au sein de la harde. La flore en vallée est très riche et son étagement végétal est très visible dans le paysage. En effet, de l'étage montagnard, frais et humide, celui des troupeaux, à l'étage subalpin, on trouve de magnifiques fleurs telles que la gentiane, le lys, la prime-vert, la ramondia, l'édelweiss et bien d'autres au détour d'un chemin. Dès le mois d'avril, alors que les torrents grossissent et que le printemps s'affirme, avant même que les neiges ne soient complètement fondues, Dame Marmotte est sortie de son hibernation. Ce mammifère rongeur est réintroduit depuis seulement une quarantaine d'années. En plus de son extrême méfiance, la marmotte possède un don particulier qui la soustrait au regard de ses prédateurs, l'art du mimétisme. La couleur de sa fourrure lui permet de se confondre facilement dans le milieu minéral dans lequel elle évolue au cours de la journée. À l'automne, avant de disparaître pour 6 mois d'hibernation, comme pour se constituer des trésors de souvenirs, elle emmagasine encore et encore les images colorées et hume les derniers parfums. Après l'agitation estivale, la marmotte attendra le printemps pour renaître à la vie et nous surprendre au détour d'une promenade pour notre plus grand plaisir. Avec une envergure de 2,50 m, le vautour fauve, magnifique planeur, survole la chaîne des Pyrénées. Il niche dans les falaises au sein d'une colonie. De là, les ascendances thermiques lui permettront de prendre de l'altitude
et de partir explorer les zones pastorales à la recherche des cadavres des animaux dont il se nourrit. Au cours de la journée, le vautour fauve effectue de véritables prouesses aériennes. Bien, alors le pastoralisme dans la vallée d'Aspe, ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que la vallée d'Aspe est une société pastorale. Je crois que c'est ce qui la caractérise. Le territoire d'abord est couvert en grande partie par le pastoralisme. À peu près 75% du territoire est couvert par des surfaces pastorales qui appartiennent aux collectivités. Donc sur cette vallée, nous, on compte à peu près 150 exploitations agricoles, mais on a plus exactement environ 110 qui transforment du fromage, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui montre bien la caractéristique de cet élevage qui, lui, est consacré au fromage de brebis et au fromage de vache. Donc la particularité de la vallée d'Aspe, c'est effectivement de produire du fromage mixte. Sur cette surface totale de la vallée d'Aspe, qui représente à peu près 45 000 hectares, on a grosso modo 75 unités pastorales, ce qui est vraiment important, hein, 75 unités pastorales, et il y a 60 cabanes pastorales où vont des bergers tous les étés. Voilà, donc vous voyez, ça fait grosso modo, on va dire 80 bergers qui montent là-haut chaque année, en estive, accompagnés par à peu près 30 000 brebis, ce qui est le double des brebis qui sont dans la vallée d'Aspe elle-même, dans les élevages. Notre pastoralisme aussi se caractérise par la brebis basco-béarnaise. Cette brebis qui est comment dire, notre patrimoine génétique et dont on oublie un peu souvent que c'est un patrimoine génétique unique au monde. Alors ça paraît prétentieux de le dire comme ça, mais c'est pourtant une réalité. Cette race basco-béarnaise, vous ne la retrouvez nulle part ailleurs sur la planète. Uniquement dans le Béarn et un peu en Soule, effectivement, à part quelques troupeaux. Mais sinon, c'est 80 000 brebis qu'on a sur notre territoire, des Trois-Vallées, d'Ossau, d'Aspe et de Barrétous. Mais c'est aussi une activité économique parce qu'il faut savoir que le pastoralisme est indispensable à la vie de ces exploitations agricoles du Béarn et plus particulièrement de la vallée d'Aspe, puisqu'on est là dans l'extension, quand on est dans le domaine pastoral qui appartient aux communes, on est dans l'extension de l'exploitation agricole. Il se fait là-haut à peu près 100 tonnes de fromage fermier en vallée d'Aspe. 100 tonnes dans un été. Donc 100 tonnes dans un été, vous pouvez considérer que ça fait à peu près un demi-million de litres de lait trait à la main pendant 2 mois. Donc vous voyez la quantité de travail que cela représente. Voilà. Et tout ça, ça permet une vie très importante dans la vallée parce que, bien entendu, les bergers, les familles agricoles restent et participent à l'économie locale 365 jours par an. Le berger aujourd'hui, il essaie de vivre en famille. S'il peut vivre avec sa femme et les gosses, c'est mieux. Bon, ça fait quand même, si on peut travailler ensemble, ça améliore la vie en tout point de vue. Aujourd'hui, on remonte en estive en famille. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, les collectivités ont fait de très gros efforts d'aménagement. On a 60% des cabanes pastorales de la vallée d'Aspe qui ont été refaites, mises aux normes européennes pour la fabrication du fromage, la surveillance de l'eau est faite, etc. Mais dans les conditions de vie, ça a permis de changer la relation. Et puis après, dans la montagne, il y a quelques vies, c'est une vie contraignante malgré tout, même si on y a apporté du confort, parce que c'est des temps de travaux très, très importants. Quand
La traite commence là-haut en début juillet, quand on commence à monter en estive. Et jusqu'au 15 août, on traite, puisqu'après, on arrête la traite des brebis qui sont gestantes ou des vaches. À ce moment-là, dans cette période-là, c'est 15 à 17 heures de travail par jour. 15 à 17 heures de travail par jour, pendant 1 mois et demi, je peux vous dire que ce n'est pas simple à assumer, surtout par tous les temps, là-haut. Voilà une vraie difficulté du métier qui nous permet de comprendre qu'il ne faut pas trop rajouter de contraintes supplémentaires à ce métier si on veut que ce soit un métier d'avenir. Le berger de demain, ce sera le berger, on peut certainement améliorer encore certains petits trucs, mais le berger, il faut que ce soit une personne qui ait envie de faire ce métier, qui ait une passion, qui ait la foi de tout ça. Mais le berger de demain, on ne peut pas parler que ce soit je ne pense pas que ce soit un berger, on peut pas mettre l'électronique, de l'ordinateur dans un berger. C'est un humain, quoi, le berger. Et qui travaille avec des animaux vivants. Alors ça, on ne peut pas le changer énormément. Nous sommes donc sur la commune de Les Atas, sur la vallée d'Azens, dans les estives d'Azens, où nous refaisons les cabanes du Cap de la Bâche et d'Ardinette. Le Val d'Azens se trouve sur le cirque de l'Esquin, et contrairement à ce que l'on croirait, c'est la propriété de la commune de Les Atas. Donc c'est sur le chemin du Pic d'Any, mais sur la commune de Les Atas. Voilà, alors nous sommes une équipe d'artisans de la vallée, bien sûr, de Bedouze et d'Ossanaspe, et nous avons entrepris donc cette réhabilitation des cabanes pour les mettre aux normes européennes, c'est-à-dire avec tout le confort et surtout le sanitaire, c'est-à-dire l'hygiène également, en apportant l'eau chaude, les douches, le lavabo, WC, etc. Et en aménageant également des saloirs pour le travail et la conservation du fromage. Voilà. Alors nous démarrons à pied depuis la Verroite, on monte en voiture évidemment jusqu'au refuge, et ensuite nous avons 1h30 de chemin à pied pour accéder sur le chantier. Bon, tous les matériaux ont été transportés évidemment par hélicoptère, ce qui est facile maintenant, et ce qui permet de réaliser ces chantiers quand même qui sont d'une certaine importance. Nous sommes ici au Cap de la Bâche, à 1700 mètres d'altitude, et nous sommes actuellement en train de poser une couverture en bardeau.
Alors, la charpente est en sapin du pays et la couverture se fera en red cedar, c'est du cèdre rouge. Il faut savoir qu'ici, les anciens faisaient les couvertures en bardeaux. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient les matériaux sur place, c'est-à-dire il y avait un bois tout autour. Ils coupaient des bardeaux et la charpente était aussi récupérée ici en bas sur place. On ne mettait pas les ardoises, parce que les ardoises c'est très lourd. Il fallait les transporter depuis les carrières d'en bas, et ici il n'y a pas de carrière à proximité. Voilà pourquoi on prenait du bardeau. La transhumance, c'est un fait extrêmement important, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons eu l'occasion de le dire, pour les gens de la plaine qui accueillaient les bergers, c'était une nécessité. C'est pour ça qu'ils étaient toujours bien accueillis, à cause précisément du fumier qui leur servait d'engrais. En ce temps-là, il n'y avait pas encore d'engrais chimiques. Alors le fumier finalement apporté par les troupeaux était pour eux évidemment très précieux. Mais il y avait aussi une autre raison, comme je vous l'ai dit, parce que le berger finalement était en quelque sorte le représentant d'une certaine culture, une culture vraiment béarnaise, vraiment pastorale. Les bergers, c'était des gens en général de bonne compagnie, n'est-ce pas ? Quand ils se retrouvaient par exemple pour la tonte des brebis ou pour les retrouvailles avant de partir pour la rivière, c'était l'occasion pour les bergers de faire une petite fête de Estella, au cours de laquelle évidemment ils parlaient évidemment de beaucoup de choses. Quelqu'un me disait un jour, le sujet des conversations entre bergers, voici comment ça se passait. On parlait d'abord des brebis, bien sûr. C'est ce qui, évidemment, faisait partie, évidemment, de leur vie quotidienne. C'était leur intérêt principal. D'abord, les brebis. Puis ensuite, ils parlaient de politique un tout petit peu. De politique. Et puis là, le dernier sujet qui arrivait, c'était la femme, les femmes. Bon, mais berger, nous en avons parlé un peu, plus que le paysan qui restait ici, sédentaire, qui n'était pas le village. Tandis que le berger, lui, s'en allait, n'est-ce pas? 6 mois à la rivière, 3 mois en montagne, était souvent séparé de celle qu'il aimait, de sa maîtresse. Si criete tagnado montagnado, las huellas pastos son contents de pura, que saben de cazón y hasta libro camado, es que potar está la hilo de bestia, de bati que será, mas si ven da viso, que tornarán trobar la maizuda gusta, e plavono mais lembra com felici, tu sempre recebut, em contents de tornar. En sonda que chameu, no hi ha guerra vemude, se passi coneixent la charma ton marit, la que t'ha plagués, capada de vergonyo, jamais no partirà, chez tu veillerai. Primi davant la cavallo de Piero, ci stava di trocca il punt de Barale,
Yahweh en coral, Kideo está en vuelo, encendin en Daban, y ahora café de fresca lugar, a que los haré torto, y cari de venzu, en petit capano, e giusta che io deseo, e canela y los tortos, per cosa se sentò, sempre sta la notte, a chi ne ero paruen, e a mio capano, e da tu scrigaen, a che petit sendes con mi aperto, per tutto la montagna, quando estem arrivati, e avevo rinde, si vuole tu saber, vuoi che sotto barasso, montagno de veluz, vendímelo y endré, esconde la versión de la valle Olasco, Dios gigantes que la guardo, la ola es super, el gran gigante pero, todavía de hoy, quiere tus penses pero, come para moros, el gran gigante pero, todavía de hoy, quiere tus penses pero, come para moros. Ah, maintenant déjà. Ah, et je ne peux pas partir nulle part plus. Après, ici, j'ai des copains, des copines. Et... Faire chauffer l'eau, ça, là. Prete! Prete! Ho classare il cassoletto un pochetto su il tavolo. Ecco, Voilà, c'est mieux. Tiens, passeressa! Ah, cucciola! Avanti! Yeah. Prendre par ski, ici, par... Par la vache. Oui, Voilà. oui. Per la niche. Par le skunk, quoi. Oui, la niche. Tu peux pas passer le col quand il fait mauvais. Le brebis ne veut pas... la bastruca. Il fait vilain au col quand il neige et quand il... Parce que ça va la neige, quoi. Une fois ici le matin, je me dis, il de pute. Je me disais, putain, la baraque va démarrer. Relatero, toute la nuit. Putain, c'était blanc, à la pointe du jour, c'était blanc. Vilain. Tu pouvais pas mettre la tête dehors. Et où elles sont les brebis? Je peux regarder vers ici, aucune brebis. J'étais descendu au fond du bois d'Ardinette. Mais ce que c'est là, et ça, je tabac, tout. Mais quand je te laisse tout ouvert et je me dis, je vais le faire remonter. Ah, quand je suis arrivé à Ardinette, rien à faire pour le faire remonter. J'ai foutu le camp. Et j'ai laissé tout ouvert ici. Je suis revenu le lendemain pour venir chercher les affaires. Putain, des gens, ils étaient rentrés, ils s'étaient couchés dans mon lit, ils avaient refait le lit, extra quelque chose de lit, ils m'avaient lavé toute la table, arrangé tout, ils ne m'avaient pas touché un sou, j'avais quelque chose, je sais, je vendais un peu, rien, j'avais une grosse sonnette que je voulais mettre pour descendre, je n'avais pas eu le temps, pas touché, rien de touché, et ils avaient laissé pas un mot, ce putain, je ne sais pas qui c'est. Je voudrais les remercier, tu sais, il m'avait rangé tout. Il a un joli gosse maintenant. Tu vois. Oui. Bon, quand tu prends un café, va faire chauffer le bois, toi. Les espoirs sont aussi des Béarnais. Alors, tous les observateurs leur reconnaissent un caractère indépendant, fier, jaloux de leur liberté. Ils s'entendent rester mestes a casa.
pour monsieur, dame, un geste comme ça, tout juste, tu sais. De ne pas me tenir de compte, quoi. Ils marchent, ils s'en vont, ils font le passe de l'osque, tout ça. Et en revenant, mais quand on est en descendant là, c'est très mauvais, il y a des petits cailloux. La femme se coupe la cheville. Patapa. Le pied enflé dessus comme ça. Ah, il est arrivé, et si on pouvait lui donner quelque chose, se trouvait mal, on lui a donné du sucre. Là, il était gentil, après, là, tu vois, et après, il m'a acheté 1 kilo de fromage en partant, il voulait monter en hélicoptère, on a dû téléphoner, et la femme est partie en hélicoptère, mais lui à pied. Allez. Dai, dai. Trop gras, ça écoeure ce qu'il est. S'il en manque une, c'est qu'elle est accrochée avec un caillou, ou elle est tombée, ou quelque chose comme ça. Sinon, il ne manque jamais une brebis. Et avec 4 litres, je fais 1 kilo de fromage. Passa-me-se! Il y a des blocs. Et bien je vais le mettre au moule, le percer un peu. Il y a aussi beau hier, oui. Tu vois, c'est joli. Il donne bien le petit lait. Il sera extra celui-ci pour la Noël. Ça sera de la bonne marchandise. Tu vois comment on le tourne. Maintenant, je vais le peser, je vais savoir comment il pèse, tu vois, avec 22 litres de lait de brebis. Il débute. C'est terrible, hein? Il pèse encore 5,7 kg. Alors le fromage, évidemment, une fois qu'il était fait, vous savez, sur la manière artisanale, hein, eh bien, il était descendu, les fromages étaient remisés pendant quelques jours parce qu'il fallait les saler. Il fallait les saler tous les jours. Et ensuite, on les descendait avec l'âne, bien sûr,
On les descendait, par exemple du côté d'Os, ici, on descendait jusqu'à Liers. Et là, évidemment, on les entreposait pendant un certain temps. Et puis ensuite, ils étaient ramenés à la maison. 4 litres, je fais 1 kilo de fromage. Après, j'y mets une marque pour savoir les salés, combien fois je les salé. Et scabos. Ah, ils sont très jolis. C'est un bon oui, cela pour la Noël. À propos du voisinage de l'Espagne, hein, bon, je vous rappelais tout à l'heure que pendant longtemps, il y a eu certainement des conflits pour la possession des pâturages, hein, puisque les troupeaux français, les troupeaux d'Aspe ou de Sceaux, allaient quelquefois sur le territoire espagnol, bien sûr, et l'inverse aussi était vrai. Alors là aussi, il y a eu des règlements, comme je vous l'ai dit, qui ont permis évidemment de régler les conflits et puis d'instaurer une sorte de paix. C'est les cartas paceros, comme on les appelait. Il y a le petit chien blanc là. À propos de ce que raconte Lamazou, le berger et l'ours, puisque le titre du livre d'Étienne Lamazou, c'est « L'ours et les brebis ». J'ai bien aimé finalement ce que me disait Étienne Lamazou à propos de l'ours. J'ai bien aimé, je vais vous dire ce qu'il me disait, c'est très, très joli. Voilà, le berger, il me disait évidemment, le berger qui découvre au matin ses brebis égorgées, comment pourrait-il bénir l'ours? Pas possible, hein? Mais il me disait aussi parce que Lamazou était très fin. Et puis c'était un homme qui pensait, voilà, qui réfléchissait. Il me parlait de la montagne avec véritablement des accents dignes d'un poète. Il est très sensible à la beauté finalement de la montagne. Et je crois qu'en effet, le berger plus que le paysan, bien sûr. Le paysan était attaché à la terre, hein. Il était courbé vers la terre. Le berger, lui, précisément parce qu'il était en montagne, il était quand même mieux prédisposé à la contemplation, c'est vrai. Et il avait du temps pour penser. La solitude permet finalement, donne du temps pour penser. Alors ce qu'il nous disait, mais aussi comment se résigner à la disparition d'un animal dont les Pyrénéens ont fait un véritable mythe. Ce grand seigneur de la montagne. Ailleurs en France, et notamment dans les Alpes, on l'a exterminé. Et c'est vrai, on l'a exterminé. Ici, dans les vallées pyrénéennes, on l'a mal supporté, mais il a pu cependant survivre. Voilà. Même si j'ai versé, comme tous les bergers, un lourd tribut au seigneur de la montagne, je suis le premier à regretter qu'il puisse disparaître un jour. Car il faisait intégralement partie de la montagne, et sans lui, elle ne sera plus jamais tout à fait la même. Aujourd'hui, je lui pardonne le tort qu'il m'a causé.